Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et je suis l'une de vos tutrices d'histologie pour ce second semestre. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année et je vous envoie tout mon courage pour cette première année en santé. Je sais à quel point c'est compliqué. Normalement, vous avez d'ores et déjà vu avec Victoire le cours sur l'introduction à l'histologie et ce que sont les tissus. Et donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à un tissu conjonctif particulier qui est le tissu cartilagineux. Et vous le verrez, c'est un cours qui n'est pas très compliqué, pas très long non plus, et qui va surtout venir précéder un cours un peu plus gros, qui est celui sur le tissu osseux, et qui va reprendre beaucoup de notions de tissu cartilagineux. Petit aparté sur l'histologie en elle-même, je sais que c'est une matière qui peut faire très peur. Il y a beaucoup d'informations, on dirait presque un dictionnaire, mais vous verrez que c'est une matière très intéressante. Vous allez pouvoir faire plein de liens logiques avec d'autres matières comme l'anatomie, l'odontologie, et ça fera un peu aussi appel à vos notions que vous avez vues en biocell au premier semestre. Et pour ce qui est de la méthode d'apprentissage, il n'y a pas de recette miracle, c'est comme toutes les autres matières. Mais ce qui marchait très bien pour moi, c'était de me faire des quizlets pour m'interroger quand j'en avais marre de lire mes cours et de repasser encore et encore sur des fiches. Et également de faire appel à mon imagination, d'imaginer une cellule comme un petit bonhomme, d'imaginer une autre cellule comme un autre petit bonhomme, et d'imaginer les processus qui se déroulaient au sein de mon corps en faisant appel à mon imagination donc. Si l'on devait définir le tissu cartilagineux, on pourrait dire donc que c'est un tissu squelettique de soutien qui va avoir une matrice extracellulaire solide, non minéralisée, non innervée et dépourvue de vascularisation. Les cellules stars du tissu cartilagineux, ce sont vraiment les chondrocytes et ce sont d'ailleurs les seuls qui seront abordés dans ce cours. Comme on peut le voir sur la photo en bas à droite, ce sont des cellules arrondies de 10 à 40 micromètres et qui vont avoir un noyau volumineux, rond, central et nucléolé. Les chondrocytes vont être enfermés dans des chondroplastes. Et pour retenir que ce sont les chondroplastes qui enferment les chondrocytes et non pas l'inverse, pour ma part, je me disais que plaste, ça ressemblait à plâtre et que le plâtre, ça va venir enfermer, je dis n'importe quoi, mais par exemple un bras, et donc que le chondrocyte était lui aussi emplâtré. Sinon, vous pouvez aussi vous dire que le P de plaste, vous pouvez penser au P de prison. C'est deux mémotechniques qui marchaient assez bien. Et donc les chondrocytes, ils vont être peu nombreux, ils vont représenter environ 10% du volume tissulaire et leur cytoplasme va émettre de courts prolongements pénétrant dans la mecque. Il existe plusieurs variétés de cartilage et on va en distinguer trois types selon la nature des fibres conjonctives et des trois composants, à savoir substance fondamentale, matrice extracellulaire et chondrocytes. On va avoir le cartilage hyalin qui est le plus répandu, le cartilage élastique et le fibrocartilage. Le fibrocartilage, il porte aussi le nom de cartilage fibreux, c'est la même chose. Et vous voyez rien qu'à ces images qu'on peut facilement les distinguer, ce n'est pas du tout la même chose. Le cartilage hyalin, il a un aspect vitreux et opalin, c'est d'ailleurs de là qu'il tient son nom. Il va avoir des fibres de collagène de type 2 très fines, uniquement visibles en microscope électronique et spécifiques du tissu cartilagineux. La substance fondamentale, elle va être non minéralisée. Par contre, elle renferme des nombreux glycosaminoglycanes sulfatés qui sont fixés sur des axes protéiques pour former des protéoglycanes. Et les protéoglycanes vont être eux-mêmes fixés sur de l'acide hyaluronique et ça va former une charpente 3D fortement hydratée. Je sais qu'il y a une discordance entre le cours de tissu conjonctif et ce cours-là sur l'acide hyaluronique selon s'il fait ou non des liaisons. On ne sait pas pourquoi, on a demandé au prof, il n'a pas encore répondu, mais on vous tient au courant. La matrice extracellulaire, elle confère à ce cartilage de la solidité, de la souplesse et une certaine résistance à la pression. Chez l'embryon, il va représenter la majeure partie du squelette, tandis que chez l'enfant et l'adolescent, il va représenter plutôt le cartilage articulaire, le cartilage de croissance, le cartilage des voies respiratoires et des costaux. Et enfin, chez l'adulte, il va représenter le cartilage articulaire, le cartilage des voies respiratoires, pour le larynx, les cloisons nasales, la trachée, les bronches et les costaux. Maintenant, on va s'intéresser au cartilage élastique. Le cartilage élastique, il possède la même architecture que celle du cartilage hyalin, mais ce qui va vraiment les différencier, c'est la composition en fibres élastiques qui permet au cartilage élastique de reprendre sa forme après une déformation passagère. Et lui, il va être plutôt présent au niveau du pavillon d'oreille, du méa acoustique externe, de la trompe d'Eustache et de l'épiglotte, donc globalement plus autour des organes d'essence. On va finir sur nos trois types de cartilage avec le fibrocartilage. Le cartilage fibreux ou fibrocartilage, il va avoir un aspect intermédiaire entre le tissu conjonctif dense et le cartilage hyalin. Les chondrocytes, ils vont y être alignés selon les lignes de tension et la matrice extracellulaire, elle va associer des fibres de collagène de type 1 à des fibres de collagène de type 2 et cela va former des tissus épais. Cela confère une résistance mécanique importante au fibrocartilage. Et dans ce type de cartilage, la substance fondamentale est peu abondante, c'est situé autour des cellules.
Le fibrocartilage, il est principalement présent au niveau des disques intervertébraux, de la symphyse pubienne, des ménisques articulaires et au niveau des zones d'insertion de certains tendons et ligaments. Ici, vous avez donc un gros récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire juste avant et vous voyez qu'il y a une ligne sur le périchondre que vous ne connaissez pas et on va justement l'aborder maintenant. Le périchondre, c'est un tissu conjonctif qui va venir séparer le cartilage des tissus voisins et il entoure tous les cartilages sauf le cartilage articulaire et le fibrocartilage. Pour moi, le périchondre, c'était un peu comme une sorte d'enveloppe pour le cartilage si vous voulez et il va être constitué de 2 couches, une couche tendiniforme et une couche chondrogène. La couche tendiniforme, elle est aussi appelée couche fibreuse externe et elle correspond à un tissu conjonctif dense fibreux avec des fibres de collagène arciformes. Arciforme, ça veut dire que c'est en forme d'arc qui amarre solidement le périchondre au cartilage sous-jacent. C'est une couche qui est très vascularisée. Elle va permettre la nutrition du cartilage sous-jacent et les nutriments et l'oxygène diffusent à partir des vaisseaux vers les chondrocytes. La couche chondrogène interne, elle, correspond à un tissu conjonctif lâche, peu vascularisé, et les cellules de cette couche vont proliférer, se différencier en chondrocytes et assurer la croissance par apposition. Les cartilages articulaires, dépourvus de périchondre, ils vont être nourris d'un côté par le tissu synovial et de l'autre par le tissu osseux sous-chondral. Ce sont des tissus fragiles puisqu'ils sont dépourvus de vascularisation et nourris par diffusion uniquement. Les chondrocytes, au même titre que toute autre cellule de notre corps, n'échappent pas au mécanisme de vieillissement cellulaire. Et par conséquent, ils auront des capacités de multiplication limitées dans le temps. Chez l'enfant et l'adolescent, il y aura beaucoup de multiplication puisque ça contribue à la croissance du cartilage, mais chez l'adulte, il n'y en aura plus. Le métabolisme, cependant, il doit rester actif pour que la substance fondamentale soit renouvelée de manière permanente. Pourquoi cela est-il important ? Eh bien, tout simplement parce que certains cartilages continuent de croître tout au long de la vie. C'est le cas, par exemple, du pavillon de l'oreille. Si vous voulez tester, comparez vos oreilles à celles de vos grands-parents. On distingue 2 mécanismes de croissance des cartilages, à savoir la croissance interstitielle et la croissance appositionnelle. La croissance interstitielle concerne tous les cartilages et les chondrocytes, ils ont la capacité de se diviser dans leur chondroplastes après la division cellulaire. Et ce clone cellulaire issu de cette division, on va l'appeler le groupe isogonique, dont la disposition va dépendre des contraintes mécaniques ou lignes de force. Sur le schéma, vous voyez qu'il y a 2 types de groupes isogéniques, à savoir sur votre gauche, les groupes isogéniques axiaux, où les chondrocytes se disposent en fil et vont assurer la croissance en longueur du cartilage, et les groupes isogéniques coronaires, où les chondrocytes vont se disposer, vous l'aurez compris, en couronne, et qui vont assurer la croissance du cartilage en longueur et en largeur. Vous avez ensuite la croissance appositionnelle, qui va, elle, concerner uniquement les cartilages avec du périchondre. Le cartilage va croître par apposition successive à partir de la couche chondrogène, donc chondrogène interne, du périchondre. Bon, comme vous l'aurez vu, c'est un cours qui est très peu compliqué, il n'est pas très long. Le prof adore le faire tomber le jour de l'examen, il y a toujours un QCM dessus, donc révisez-le bien et on se retrouve pour le tissu osseux. Bon courage!